Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Avec nous ce soir sur le plateau, Pierre Bellucci, rédacteur en chef du JTM. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Avec nous, on va parler de ce qui s'est passé hier, justement, les décasés de la place de la République qui ont été acheminés à l'hôtel Bengali Hotel, du côté de Koualé, entre Koualé et Vaïbé. Une solution provisoire en tout cas, qui va permettre à la préfecture de trouver une issue pérenne à cette affaire. On en parle tout à l'heure Pierre, mais d'abord, voici les titres de ce jeudi 23 juin. Depuis hier soir, les expulsés ont quitté la place de la République et sont désormais logés au sein de l'établissement Le Bengali Hotel, situé à Vaïbé. Une solution provisoire approuvée par la préfecture, mais qui pourrait néanmoins durer dans le temps. Toutes les explications dans votre journal. Hamada Hamidou Sidi fait actuellement le buzz et cela ne pourrait faire que commencer. En effet, l'homme politique mahorais a annoncé sa candidature aux primaires de la gauche en vue de l'élection présidentielle de 2017. Et si le futur président français était issu du 101e département, une idée qui semble déjà en ravir plus d'un. L'association Toi aussi prend en charge des dizaines d'individus en situation de handicap à travers plusieurs services comme l'Institut médico-éducatif. Ce dernier accompagne ainsi les enfants atteints de troubles psychomoteurs de leur naissance à leur entrée dans la vie active. Reportage à la fin de cette édition. Et nous vous l'annoncions lors de notre précédente édition hier dans la soirée, les expulsés de la place de la République ont été acheminés au Bengali Hotel. Transportés par bus, l'ensemble des décasés ont ainsi passé leur première nuit au gîte situé entre Vaïbé et Koualé. Une solution temporaire qui a fait l'objet d'une convention entre la préfecture et l'établissement privé et qui, semble-t-il, pourrait se prolonger au-delà du Ramadan. Les explications dans ce sujet signées Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Jérôme Comon. Hier, en début de soirée, la place de la République a connu le départ des expulsés, escortés par les gendarmes, jusqu'au site du Bengali Hotel. Quelques heures après le départ, le parvis du comité du tourisme gardait encore les traces de ce mois et demi à accueillir des dizaines d'hommes, de femmes et d'enfants. Des expulsés qui vivent désormais à Vaïbé, comme nous l'explique la propriétaire du site. Hier, j'ai reçu une délégation de la préfecture, c'était à 14h. La discussion a été entamée, ça a été acté, c'est eux qui nous donnent le feu vert, on peut accueillir les gens dès hier soir, chose faite aujourd'hui. Ce que j'ai dit à tous les gens qui relogent au Bengali, d'être rassurés, on ne va pas lâcher, on va les aider jusqu'au bout pour pouvoir trouver une solution pour tout le monde. Après la proposition de l'établissement, les services de l'État ont considéré que cette solution était la plus appropriée à la crise. Le site de plus de 16 hectares va donc accueillir les décasés pour une durée qui reste pour l'heure inconnue. J'attends par rapport aux autorités de la préfecture qui étaient là hier, ils nous ont rassurés. Ils nous ont proposé déjà une solution dans un premier temps, prendre en charge la restauration pendant les 2 semaines là. Et après, s'il y a continuité, il y aura une convention qui sera mise entre le Bengali et la préfecture pour pouvoir pour continuer sur les charges qui seront que le Bengali va subir. Ce n'est pas après Ramadan que les gens vont partir, non. On a une collaboration, ça va partir plus jusqu'à ce que le délai de la préfecture. Il peut rester ici 6 mois, il peut rester 3 mois, il peut rester 1 an. Ça dépend que le chef, le délai et la décision qu'ils vont prendre. Ils sont entre le bonnes mains. Du côté des expulsés, le soulagement est réel, comme l'explique cette femme qui a passé plusieurs semaines place de la République. Depuis hier, ça s'est bien passé. On est venu ici avec les gendarmes, ils nous ont accompagnés, ils nous ont logés, ça va, on est bien ici. Ici, on est bien parce qu'en comité là-bas, on nous filmait, les Mahorais nous filmaient, nous insultaient, nous tiraient des photos. Comme si on était du B, du coup ici, on est très bien, on est logés, on est dans les lits, les enfants jouent très bien, ils sont mieux ici qu'au comité. On est très soulagés, on est même très soulagés, on remercie le préfet. Pour Michel Ngoma, l'État a pris la décision qui s'imposait afin que ces expulsés vivent à nouveau de manière décente. Toutes les familles qui sont ici sont contentes parce que les enfants, ils n'avaient pas l'accès des jouets, ils n'avaient pas comment parce qu'on a énormément de sites ici. On a des grandes salles, on a disposé pour les enfants, des télé pour les enfants et puis pour les parents aussi. Et ils mangent bien, donc tout est bien parce qu'on est avec la préfecture qui est rassurée
il n'y a pas de souci. Chacun se réjouit donc de cette solution qui semble finalement arranger tout le monde. Alors, de Pierre Bellucci, on a vu dans ce reportage que les décasés ont été relogés au Bengali Hotel, une solution qui avait été proposée, on le sait, sur nos plateaux par le responsable Michel Ngoma et qui avait parlé d'un hébergement jusqu'à la fin du Ramadan. Et depuis, a priori, les choses ont bougé. Oui, les choses ont évolué, donc ont évolué. On en a parlé hier soir, effectivement, puisque des bus sont arrivés place de la République, une escorte de gendarmerie qui a amené toutes ces personnes au Bengali Hotel. Alors effectivement, ce matin, les grandes questions, c'était combien de temps est-ce que ça va durer, est-ce que la préfecture va prendre en charge l'intégralité des frais, parce que ça va coûter de l'argent en nourriture. Alors effectivement, la nourriture sera prise en charge par la préfecture, le logement non, jusqu'à la fin du Ramadan. L'établissement privé prend en charge toutes les personnes qui vont vivre là, sachant que à 15h, des tentes sont arrivées, donc tout le monde va être logé là-bas. Alors maintenant, il y a beaucoup de questions qui se posent. S'il y a d'autres expulsés, est-ce qu'ils vont aller directement là-bas? Combien de temps est-ce que ça va durer? La propriétaire du Bengali Hotel nous expliquait que ça serait 3 mois. Elle laissait 3 mois à l'État. Elle accepte pendant 3 mois de loger. C'est-à-dire que son commerce ne va plus, son établissement ne va plus du tout fonctionner. C'est un établissement privé. Complètement dédié. Complètement dédié. Donc on imagine que de son côté, la préfecture, ça va lui laisser du temps. Ça l'arrange bien. Ça arrange peut-être bien tout le monde aussi quelque part. Et ils vont être dans un endroit où ils sont moins exposés. Donc la préfecture va faire son travail avec ces fameux titres d'hébergement qui vont être étudiés au cas par cas. Ça laissera peut-être un peu plus de temps. Aussi, il y a 3 mois maintenant devant les services de l'État pour permettre justement de régler au cas par cas cette situation. Maintenant, effectivement, il y a beaucoup de questions qui se posent. Combien de temps ça va durer? Combien ça va coûter? Forcément, parce que ça, c'est aussi une question qui va revenir à un moment ou à un autre sur le devant de la scène. Combien ça va coûter? Parce que, effectivement, ça, c'est de l'argent aussi public. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Maintenant, effectivement, c'est une solution qui est une solution de repli, qui est une bonne solution parce qu'il n'y en avait pas jusqu'alors. Ces personnes étaient depuis 6 semaines place de la République. Aujourd'hui, les services qu'on connaît, tout à fait, avec les conséquences que l'on connaît, que l'on a suivies. Donc voilà. Donc le point aujourd'hui, on ne sait pas encore. On attend que les services de l'État communiquent. Pour l'instant, ils l'ont pas encore fait. Communiquent officiellement sur ce sujet. Il devait y avoir un point presse demain matin à la mairie de Mamoudzou sur cette crise des expulsés. Il a été annulé, donc voilà, le maire n'était pas disponible finalement. On ne sait pas exactement ce qu'allait dire la mairie de Mamoudzou, puisqu'ils ne sont pas forcément concernés, c'est pas eux qui vont les prendre en charge. Donc voilà la situation actuellement, Amina. On va suivre de très près ce qui se passe dans les tout prochains jours, prochaines semaines, mais on imagine en tout cas que ça arrange bien tout le monde ce soir qu'il soit logé au Bengali Hotel. Alors Daniel Zaidani nous a rejoint, le conseil départemental de Pamandzi. Daniel, cette affaire, qu'est-ce qu'elle vous inspire? On a eu à un moment donné cette rumeur qui disait que le conseil départemental allait prendre en charge justement cet hébergement. Ça a été démenti par le conseiller, par monsieur Issa Abdou. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, comment vous réagissez, vous, en tant que conseil départemental? Alors, en premier lieu, je dirais que je me réjouis que la place de la République ait été libérée, qui a été occupé, je le rappelle quand même, depuis le 15 mai, ça fait plus d'1 mois. Je me réjouis également que les personnes qui se trouvaient sur cette place ne se retrouvent pas à la rue, mais plutôt dans un endroit approprié pour pouvoir encadrer dans de bonnes conditions leurs enfants. Mais on comprend bien que nous sommes dans une situation provisoire. Ce qui est certain, c'est que cette crise des immigrés que nous avons sur le territoire nous appelle à nous poser des questions sur la manière et les opportunités que nous allons pouvoir offrir à toutes ces personnes qui fuient la misère chez elles. Est-ce que nous serons en capacité de pouvoir les loger? Est-ce que nous serons en capacité de pouvoir leur apporter une éducation, de la santé et bien évidemment du travail? Donc, aujourd'hui, nous voyons bien que sur le plan logement, nous avons un retard considérable qui n'a pas pu être rattrapé au niveau de la CIM. Est-ce que pour autant, parce que les vraies questions, elles sont là, est-ce que pour autant, il y a une politique qui va être impulsée pour pouvoir construire des logements? Je rappelle que le président de la République, lors de sa venue en janvier 2010, avait indiqué que Mayotte devait pouvoir
devait pouvoir avoir jusqu'à 4000 logements sur une période de 7 ans. Les 7 années sont passées et pour autant les 4000 logements n'ont pas été construits. On voit bien également qu'en termes de salles de classe, nous avions il y a 10 ans en arrière un besoin de 300 salles de classe. 10 ans plus tard, le besoin ne s'est pas réduit, mais il a doublé. Donc on voit bien que derrière cette question réelle de l'immigration, des conditions d'encadrement de ces immigrés qui vivent dans des conditions très difficiles, que derrière cela se cache réellement un développement qui tarde à se faire à Mayotte, des moyens qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. Et aujourd'hui, on part au plus urgent, mais quel avenir et quelle construction comptons-nous faire à Mayotte? Moi, je ne vois aucune visibilité, aucune réponse aux questions auxquelles je viens de vous poser. Alors, clairement, à qui la faute, Daniel, si tout cela ne s'est pas fait depuis toutes ces années? Moi, je constate que nous avons régulièrement à Mayotte des promesses. Par exemple, le préfet, je sens qu'il a une volonté, je sens qu'il a de l'énergie, il a envie d'aller dans le bon sens, mais je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête de mentir à la population. Lorsqu'on reconduit effectivement beaucoup plus de personnes aux frontières que habituellement, est-ce que pour autant nous réglons la problématique de l'immigration sur le territoire? Je ne le crois pas. Est-ce que le fait de reconduire jusqu'à 88,2, c'est le chiffre qui a été sorti par Kwesi, personnes par jour, est-ce que pour autant on lutte efficacement contre l'immigration? Lutter contre l'immigration, c'est d'abord effectivement reconduire les gens à la frontière, mais c'est aussi faire en sorte que les gens ne rentrent pas sur le territoire. Le préfet vient à peine d'arriver, donc on se doute bien que ce sont des c'est les mesures. Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons évaluer les politiques, non pas sur ce qui se fait jour après jour, mais sur des résultats que nous voulons atteindre. Le résultat que nous voulons atteindre, c'est assurer sur le territoire de Mayotte la possibilité aux Mahorais, aux étrangers, aux immigrés qui sont sur ce territoire, de pouvoir être logés au moment où ils rentrent dans la vie active. Est-ce qu'à Mayotte, nous construisons suffisamment de logements? C'est des vraies questions qui doivent nous interpeller, nous les politiques. Donc, moi, je ne voudrais pas que dans 10 ans, on vienne me dire que nous n'avons pas atteint les objectifs. Donc, aujourd'hui, lorsque je décide de bousculer les choses, notamment le préfet, il ne faut pas y voir du mal. Mais je viens de dire qu'on vient de passer 15 années à faire de la reconduite à la frontière qui n'a pas apporté les résultats escomptés. La population immigrée n'a pas cessé de progresser. Cela montre bien que les politiques qui ont été mises en place n'ont pas permis d'atteindre nos objectifs et je ne vois pas ce qu'il y a de différent dans ce que fait le préfet actuellement. Il émet de l'énergie, il émet de la force, mais pour autant, est-ce que la politique qu'il mène est différente de ses prédécesseurs de ces 10 dernières années? Moi, je vous dis simplement non. Il mène strictement et exactement la même politique que ses prédécesseurs. Il emploie les mêmes mots avec des formulations différentes. Donc, si nous ne voulons pas qu'en 2020, nous constatons qu'il y ait 60% d'immigrés sur le territoire, je dis qu'il faut changer notre manière de raisonner sur l'immigration. Il faut apporter des solutions. Je ne voudrais pas, comme il y a 10 ans en arrière, je vous avais dit, il nous fallait 300 salles de classe. Aujourd'hui, il nous en faut 600. Je ne souhaiterais pas que dans 10 ans, on ne parle pas de 600 salles de classe, mais plutôt de 1200. Et ainsi de suite. Nous sommes dans une fuite en avant. Et cette fuite en avant nécessite que nous nous posons les bonnes questions au bon moment. Le moment, c'est maintenant, parce que nous sommes face à un défi. Et le défi, c'est de pouvoir changer les choses. Aujourd'hui, rien n'a changé. Merci beaucoup, Daniel. Vous restez avec nous. Et depuis 2014, nombreux sont les élus à militer pour le passage du scrutin départemental uninominal à 2 tours, un scrutin de liste. Alors que Mayotte exerce à la fois les fonctions de département et de région, cela permettrait notamment d'augmenter le nombre d'élus et d'appliquer le droit commun électoral à Mayotte. Le sénateur Thani Mohamed Swalihi travaille sur ce projet de loi depuis de longs mois et le gouvernement s'apprête à répondre favorablement. Mais c'était sans compter sur le sénateur Abdourahmane Swalihi, le député Aboubakar et le président du conseil départemental, Swabadine Ibrahim Ramadani. Ils ont ainsi signé un courrier commun destiné au gouvernement afin de suspendre la procédure. Écoutons le député Aboubakar qui s'en explique ce matin lors de la matinale. Sur les questions de réforme statutaire, il faut l'accord le plus large possible pour réformer nos statuts et pour faire en sorte que ce statut soit
identique à la collectivité unique de Guyane. Et nous voulons le même traitement que la collectivité unique de Guyane et de la Martinique. Et donc, on ne peut pas faire de la politique politicienne sur les questions statutaires. Est-ce que vous imaginez qu'il soit possible de réformer le statut du Conseil général sans l'aval du président du Conseil départemental et des élus? Et donc, c'est tout simplement, si ça a été signé par tout le monde, c'est tout simplement parce que ça reflète l'ensemble des préoccupations et ça soulève l'ensemble des lacunes du statut actuel. Là, ce qui est proposé, ce qui a été proposé depuis un certain temps, c'est de réformer un mode de scrutin et un nombre de lits pour une affaire qui va venir en 2020, au renouvellement de 2020. Les insuffisances de ce statut, on en souffre aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Et donc, il y a des choses beaucoup plus urgentes à corriger dans ces insuffisances statutaires par rapport à cette affaire du mode de scrutin. Alors, on vient d'entendre Ibrahim Aboubacar, vous l'avez entendu, Daniel, avec ses arguments pour justifier justement ce courrier qui a été fait. Alors, comment vous réagissez face à ces déclarations? Moi, je souhaiterais d'abord que les affaires intra-PS soient réglées au PS. Vous savez, le sénateur Tani est d'abord un parlementaire socialiste. Ibrahim Aboubacar, qui est chef de file sur cette demande de révision, est également un parlementaire socialiste. Saïd Omar Wali est l'homme fort de la gauche pour le président de la République socialiste. Donc je ne comprends pas, et quand je vois également le député Bouane Ali Saïd également, qui se pose aussi des questions, qui est socialiste, je m'amène à me poser des questions sur la manière... Pourtant... Oui, soit Badine, parce que c'est quand même le président du Conseil général. Nous parlons un sujet qui porte sur le Conseil général. Donc, moi, j'ai du mal à comprendre déjà pourquoi on en arrive là, à ce moment-là. Vous savez, le sénateur Tani nous a sollicité sur la possibilité de réformer le mode de scrutin en 2012. C'était plus précisément en octobre. À ce moment-là, j'avais organisé une réunion au sein du Conseil général où les parlementaires étaient présents et on avait pu échanger sur l'orientation que nous souhaiterions pour le Conseil départemental. À cela, il y a deux approches qui se sont dégagées. La première, c'est qu'il y a une nécessité d'augmenter le nombre des élus, qu'il y ait une meilleure représentation des élus dans l'hémicycle, et une meilleure représentation de la population dans l'hémicycle, et de la même manière qu'il y ait une nouvelle manière d'élire les élus, parce que le président du conseil départemental ne doit pas rendre de compte exclusivement à son canton, parce que ça serait vraiment un petit peu réducteur par rapport au travail qui est fourni. C'est la raison pour laquelle nous estimions que pour également assurer un équilibre dans les majorités qui se construisent, que ces majorités puissent être construites sur des listes, donc des gens avec un programme. Vous savez, aujourd'hui, lorsque nous nous présentons à notre population par canton, nous présentons des projets pour le territoire dans lequel nous vivons. Alors qu'au conseil départemental, les questions de tous les jours porte sur Mayotte, sur l'avenir de Mayotte, sur la manière de gérer les problématiques de Mayotte, non pas sur le canton. Donc il y a un décalage entre la manière dont les élus sont choisis et la manière dont on exerce concrètement. Un député, il est élu par toute la population et à partir de là, il paraît tout à fait pertinent qu'il agisse sur tout le territoire. Donc quand aujourd'hui tout le monde se constate qu'il n'y a pas suffisamment d'action à l'échelle du territoire, il fallait que cela évolue. Mais cela a démarré depuis 2012. Une motion a été faite avec les élus du conseil départemental, tous bords politiques confondus, parce que vous le savez que tous les partis politiques de Mayotte se trouvent dans le conseil départemental. Donc tous les élus, tous les partis ont donc pu s'exprimer sur cette évolution et nous sommes tous tombés d'accord. Moi, ce qui me gêne, c'est que je vois finalement que ce que veulent les signataires de ce document, c'est plus ou moins la même chose. Donc rien n'empêche qu'ils amendent le document qui est déjà arrivé au Sénat et qui est déjà un projet de loi. Aujourd'hui, vouloir remettre en question ce travail qui a été réalisé ces 3 dernières années entre les élus du conseil départemental et le sénateur Tani, si aujourd'hui on remettait les choses en question, je vous le dis très clairement, pour 2020,
on ne pourra pas faire de réforme. Et je sais que tous les signataires de ce courrier en sont parfaitement conscients. Donc moi je vous dis très clairement, et sans aucune difficulté, le but recherché, c'est que les choses n'évoluent pas. Voilà. Je crois que quelque part, vouloir faire de la transparence vis-à-vis de la population, quelque part, je crois qu'on préfère l'obscurantisme. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails sur la manière dont les présidents et les majorités se construisent à Mayotte. Comment cela se fait, comment cela se passe les 3 jours qui précèdent le vote du président. Donc, je crois que quelque part, ce côté opaque séduit un certain nombre de personnes parce que finalement, il n'y a pas ce qui est mis en avant, c'est pas forcément la qualité. Et donc, il ne faut pas être étonné d'avoir des difficultés. Je crois réellement que cette réforme, que ce soit celle qui est proposée par les 5 signataires ou par le sénateur Tani, ça va dans le même sens. D'accord ? Maintenant, s'il y a une problématique sur la définition de notre territoire, que ce soit département de Mayotte ou collectivité territoriale, je ne pense pas fondamentalement que c'est ça qui va changer la vision des Parisiens sur Mayotte. D'accord ? Donc, si monsieur le député et tous les signataires estiment qu'il y a de la confusion sur le territoire de Mayotte, alors qu'ils arrêtent tout de suite Mayotte 2025, qu'ils nous appliquent le plein droit commun, et voilà. Mais pour cela, on n'a pas besoin de réformer ou de revenir sur le texte du sénateur Tani, qui, à mon sens, est pertinent. C'est un travail sérieux qui a été travaillé avec les élus du conseil départemental. Si aujourd'hui le président Swabadine estime que cette orientation n'est pas bonne, il a le droit, c'est le président du conseil départemental, mais je crois que la moindre des choses serait aussi de consulter les autres élus du conseil départemental. De mon temps, j'avais fait une motion qui a été délibérée à l'unanimité par les élus. Aujourd'hui, je vois que le président a apposé sa signature sur un document sans pour autant consulter qui que ce soit au sein du conseil départemental. Je crois que cela est assez limite pour pouvoir changer l'avenir. Et puis, je tiens à rappeler quand même une anecdote. Je vous rappelle qu'en 2009, nous avons eu la même problématique. On devait renouveler la totalité des élus. Un certain nombre d'élus sont montés au créneau. On fait en sorte que, finalement, cette réforme qui allait conduire vers un scrutin par liste ne se fasse pas. On a failli bloquer la départementalisation. On a fait venir le super préfet Robin pour calmer les choses sur le territoire. Et finalement, on est revenu en arrière. Donc, si les mêmes qui étaient au conseil départemental ou qui étaient parlementaires à l'époque, qui ont fait capoter cette évolution institutionnelle, cette réforme majeure pour le conseil départemental, s'ils nous refont le même coup 7 ans plus tard, c'est quand même un peu petit, surtout quand un travail a été fait sérieusement et qui fait avancer les choses et qui permet finalement à chaque électeur de ce territoire d'avoir une idée claire et sur la gouvernance et sur le programme politique pour le conseil départemental en 2020. Donc voilà, ce que je demande, c'est qu'on respecte le travail fait par les autres et que s'il y a une priorité en termes de coalition d'idées pour Mayotte, je les invite, tous ces parlementaires, à se poser la question pourquoi la préfecture décentralise tous ses services à La Réunion au profit d'un service d'immigration. Voilà ce que les Mahorais attendent aujourd'hui de nos parlementaires qui ont envie de travailler ensemble, qui se posent la question sur ce qui se passe à la préfecture et cette idée de déloger tous nos services à La Réunion. C'est ça la problématique de Mayotte. On reviendra sur ce point, Daniel, et on continue à parler politique. Amada Amidou Sidi, ancien vice-président de la Ligue mahoraise de football et homme politique de gauche, vient d'annoncer sa candidature aux primaires de la gauche qui auront lieu en 2017. Porté par sa volonté de changer la manière de faire de la politique, il a choisi les réseaux sociaux pour en faire l'annonce. Ce matin, il était sur notre plateau pour réaffirmer sa candidature qui, vous allez le voir, semble très bien accueillie par tous ceux et toutes celles que nous avons interrogés. Un sujet signé Bassalidi, Pierre Bellucci et Jérôme Como. Lundi, Amada Amidou Sidi a annoncé sur son compte Facebook sa candidature aux primaires de la gauche en vue des élections présidentielles de 2017. Le post a rapidement fait le buzz et certains ont même cru à une plaisanterie. Mais ce matin sur notre plateau, il a réaffirmé sa volonté de jouer un rôle dans cette élection. Je suis candidat aux primaires de la gauche qui sont organisées en 2017.
pour les présidentielles qui auront lieu au mois d'avril 2017. Je ne suis pas mélenchoniste, je ne suis pas de l'extrême gauche. Mélenchon, il regroupe plutôt les forces de gauche à tendance communiste. Donc on va dire que c'est plutôt l'extrême gauche. Et puis je ne suis pas socialiste, bien qu'il ait été adhérent du Parti Socialiste de 2003 à tout récemment où j'ai intégré le PRG. Ça veut dire que je suis resté à gauche, mais j'ai intégré une autre force politique qui est de gauche. Face au ténor de la gauche, la tâche s'annonce des plus ardues, mais l'homme politique mahorais se veut confiant et ambitieux. Si j'y vais, c'est que je pense avoir mes chances. Vous voyez cet ouvrage? Vous voyez ce qui est écrit dessus? Eh ben, vous savez qui me l'a envoyé? C'est monsieur Bailey. Ça veut dire que j'ai les connexions. Il est aujourd'hui le ministre des collectivités. Donc le gouvernement Valls 2, si je ne me trompe pas. Ça veut dire que j'ai les connexions qu'il faut au plan national. Patrick, j'ai fréquenté les plus grandes universités de France et de Navarre. Université de Bordeaux, Université de Saint-Quentin en Yvelines. J'ai fréquenté aussi le CNFE, le Centre national de formation et d'éthique de la formation qui prépare les éducateurs de PJJ. J'ai été aussi à Agen, à l'école de la magistrature. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai les connexions qu'il faut sur le plan national. Si certains ont jasé et se sont ris de cette annonce, toutes les personnes interrogées ce matin ont-elles accueilli la nouvelle avec beaucoup d'enthousiasme? Moi, je pense que c'est quelque chose de bien et je pense que ça pourrait nous aider aussi, nous les jeunes. Itsoka trongo njema mana lera wa vote wa maorembane a resident harmu republiki itsoka arsojili hana zaidi. Mwenyezi Mungu amkubalisha wamkubali uno mana rijibwa na waihasonti atu ho wakati ya kamba riono amba wai mwanamlezi sidolezi tu wa maore bemlezi harmu ifaransa ne dunia kamili wa humjua hawema haeze kalite zonti ho lezi wahe na tena wemlezi hawasi wa babahe wae mlezi hema beya ne mashababi yalo harmu maore leore mkubali heze wakati zonti na varongo leo insha Allah taala ratobenza yarenge dhamana yahe umatwa Muhammad namna ikambane yahe Malaysia. Un Mahorais à la présidentielle, c'est bien. Il faut que ça change. Il faut continuer et qu'il n'ait pas peur d'aller au plus loin. Ça va être dur, ça va pas être facile, mais il faut y aller jusqu'au bout. Fonce, on est avec toi. Ah oui, tout cœur. Devenir président de la République française, un rêve mais aussi l'aboutissement d'années d'engagement. Car comme le dit très bien Hamada Hamidou Sidi... Parce que j'ai le droit, parce que je suis français, c'est tout. Une réaction, Daniel, sur cette candidature d'Hamada Sidi Hamidou? Personnellement, je trouve que c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'il montre l'exemple à tous, aux plus jeunes. Il est ambitieux. Et je dis qu'à Mayotte, nous avons besoin d'avoir des gens ambitieux qui croient en ce qu'ils font. Je l'ai écouté avec beaucoup, j'ai vu qu'il s'est défendu avec beaucoup de ténacité. Il croit à ses capacités, et c'est bien, c'est ce qu'il faut. Donc moi, je crois qu'au contraire, il faut l'encourager. D'ailleurs, j'ai pu me rendre compte qu'également à La Réunion, il y a un jeune Réunionnais qui se présente au niveau des primaires de la droite et du centre. Donc on voit bien finalement que ce soit à La Réunion ou à Mayotte, un certain nombre d'individus croient à leur capacité, croient au pouvoir de changer les choses, et c'est ce qu'on attend de chacun d'entre nous. Donc s'il trouve sa voie et que derrière il permet de nous tous nous tirer par le haut, eh ben c'est tant mieux. Et à défaut, je crois qu'il pourra présenter ses idées, mettre le débat et quelque part faire parler de Mayotte, mais dans un sens différent que ce qu'on entend ces derniers jours. Merci beaucoup Daniel Zaïdani pour votre intervention. Je rappelle que vous êtes le conseiller départemental de Pamandzi. Et voyons maintenant ce qu'il en est du reste de l'actualité de ce jeudi 23 juin. Ça se passe tout de suite dans l'actualité en bref. Gérard Rivière, le président de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, était censé venir à Mayotte dans les prochaines semaines. Pension de retraite, alignement des plafonds de cotisation, mise en place de la caisse de retraite complémentaire. Autant de sujets qui auraient dû être abordés avec lui. Seulement mardi 21 juin, le président de la CSSM, Salim Naouda, a reçu le mail suivant. Monsieur le Président, compte tenu des mises en garde répétées qui m'ont été adressées ces derniers jours en prévision de ma visite à la caisse de Mayotte, je suis au regret de vous informer que je me vois obligé de reporter mon déplacement.
En effet, il semblerait que le climat social est particulièrement tendu en ce moment à Mayotte, notamment sur le dossier retraite. Ne voulant surtout pas créer de tensions supplémentaires pour les équipes de la caisse que vous présidez, je vous propose que nous recherchions une nouvelle date. Étrange excuse s'il en est, pour retarder une visite aussi importante. Et autre visite capitale pour Mayotte, du 27 juin au 1er juillet 2016, le 101e département accueillera Marie-Françoise Lebon-Blanchard, haute fonctionnaire en charge de l'égalité des droits au ministère de la Justice. Lors de ce séjour, il sera question de parité et d'égalité des droits, à travers notamment un colloque interministériel. Madame Lebon-Blanchard présentera ainsi sa mission et passera en revue les nombreux défis de la parité. Organisé en partenariat avec le CNFPT, le colloque se tiendra mercredi 29 juin et réunira des magistrats, des chefs de service et des personnels des collectivités territoriales. La haute fonctionnaire en charge de l'égalité des droits rencontrera également les magistrats du tribunal de grande instance et les personnels de justice, avant de partir à la rencontre du personnel du centre pénitentiaire de Magicavo et du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Face à l'insécurité à Mayotte, tous les pans de la société sont touchés. Avec la fin d'année scolaire, les difficultés liées aux violences grandissantes sur les routes angoissent les enseignants qui contribuent au bon fonctionnement et aux corrections des examens. Car si les épreuves restent organisées sur les lieux d'affectation des enseignants, leurs corrections ne le seront pas, puisque les centres de correction correspondront aux zones géographiques des centres d'examen. Le syndicat SNES est donc vivement monté au créneau en menaçant d'exercer un droit de retrait si les axes routiers ne sont pas sécurisés, comme l'affirment la préfecture et le vice-rectorat. Le syndicat a ainsi écrit « Chacun se déterminera en fonction du trajet imposé par sa mission et de sa propre perception du danger. Ne prenez aucun risque. En cas d'incident, appelez-nous immédiatement. La responsabilité juridique et financière de tout incident ou agression incombera au vice-rectorat. » Et enfin, souvenez-vous, la semaine dernière, nous étions allés à la rencontre d'une psychomotricienne qui, sous l'objectif de notre caméra, nous faisait découvrir son métier. Un métier qu'elle exerce auprès d'enfants de 0 à 6 ans porteurs de troubles psychomoteurs, lesquels sont pris en charge dans le CAMPS, le Centre d'action médico-sociale précoce de l'association Toi aussi. Nous avons renouvelé l'expérience ce matin avec une autre psychomotricienne. Elle aussi travaille au sein de l'association Toi aussi, mais cette fois pour le compte de l'Institut médico-éducatif où elle prend en charge des enfants et adolescents de 6 à 16 ans. Zoom sur la prise en charge des adolescents et enfants porteurs de troubles psychomoteurs dans ce reportage signé Adèle Laurent. L'Institut médico-éducatif de l'association Toi aussi est un établissement qui accueille les enfants et adolescents de 6 à 16 ans atteints de déficiences intellectuelles, motrices ou porteurs de polyhandicap. Ces derniers sont accueillis 3 jours par semaine et bénéficient d'une prise en charge éducative, pédagogique et thérapeutique. Anaïs Plusquelec est concernée par cette dernière forme de prise en charge. En effet, elle est psychomotricienne et s'intéresse donc aux difficultés psychologiques vécues et exprimées de façon corporelle. Lors de ces prises en charge, elle agit par l'intermédiaire de médiation corporelle afin d'amener les enfants et adolescents à mieux appréhender leur corps, les autres et leur environnement. Ce matin, elle a utilisé la danse comme médiation corporelle lors d'une séance. Alors la danse, ça fait partie des médiations qu'on utilise en psychomotricité pour permettre de faire bouger le corps. Donc là, c'était avec une jeune adolescente, donc on essaie aussi de se rapprocher de leur centre d'intérêt. Et voilà, la danse fait partie de ces centres d'intérêt, donc pour moi, c'est un bon moyen qu'elle s'intéresse aux séances de psychomotricité, qu'elle puisse s'y investir et de travailler la confiance en soi. En psychomotricité, on utilise aussi la relaxation, on peut utiliser les arts martiaux, on utilise l'expressivité du corps, la conscience corporelle, le théâtre, l'équitation. Enfin, on peut vraiment utiliser tout support du moment que c'est adapté à la problématique de l'enfant et dans le cadre d'un projet thérapeutique réfléchi. Le psychomotricien adapte donc le contenu des séances en fonction de la problématique de la pathologie, mais aussi des intérêts des personnes suivies.
Et pour Anaïs qui prend en charge des adolescents, il est important de travailler sur la confiance en soi et l'acceptation des changements corporels en mettant, comme toujours dans ce métier, en relation l'esprit et le corps. Malgré ces changements, il y a toujours la mise en mouvement du corps qui est possible et le mouvement finalement va permettre aux jeunes de se réapproprier son corps avec ces changements. Je pense que pour ce qui concerne l'adolescence, c'est une phase de la vie qui concerne tout le monde et je pense que la pathologie peut influencer cette période-là, mais comme l'environnement peut l'influencer, comme tout un tas d'autres choses peut l'influencer, ce qui est important, c'est que tout adolescent, qu'il soit porteur de pathologie ou non, soit accompagné dans ce moment-là. Et en ce qui concerne l'accompagnement, l'association Toi aussi a tout prévu. En effet, l'Institut médico-professionnel accompagne les jeunes de 16 à 20 ans dans leur insertion pré-professionnelle et le service d'éducation spéciale et de soins à domicile professionnel les accompagne dans leur insertion directe en milieu ordinaire. Les professionnels qui travaillent au sein de l'association Toi aussi, dont les psychomotriciens, accompagnent donc les personnes atteintes de déficiences intellectuelles, motrices ou porteuses de polyhandicap de leur naissance à leur entrée dans la vie active. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OAM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Dans quelques instants, retrouvez le face-à-face suivi des invités du temps de parole, Ibrahim Aboubakar et Sidi Amada Amidou, qui étaient ce matin au micro de Patrick Mian. Et prochain rendez-vous avec l'information demain en radio dans la matinale avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Excellente soirée à vous sur KTV.